c'est Pageboy pour une nouvelle émission avec donc les mangas que j'ai achetés pour le mois de juillet 2021. Alors, donc ce sont des mangas qui sont sortis en juin, mais je ne les présente que en juillet parce que c'est tous les mangas que j'ai achetés pour tenir le mois de juillet bien au chaud et que je vous recommande souvent, très régulièrement, même si vous allez voir qu'il y a des titres que je vais peut-être moins vous recommander que d'autres. Donc on commence un petit peu comme d'hab, avec les titres que j'ai lus et les titres que je n'ai pas lus. Mais avant tout, j'aimerais dire donc que je suis en train de continuer un déménagement, celui de ma maison, donc je vous répète et je vous tâte tout le temps pour ça. Et je viens de voir que j'ai plus d'une centaine de cartes Pokémon avec des petits shiny de première édition, des cartes, des decks Yu-Gi-Oh en bon état, là aussi, en plus, avec encore leur boîte de, par exemple, le starter deck Keba que j'ai vu 2500 €, 3000 €. Ce starter pack, j'ai fait ok. Donc en fait, en gros, il y a des grandes chances que je suis millionnaire et je ne le sais pas. Pas encore, puisque je vais les revendre que après la revente. Et donc je ne peux plus traîner avec vous, les gueux, parce que vous êtes des pauvres. Vous voyez, vous n'avez pas acheté vos cartes Pokémon. Et surtout, ou sinon, vous les achetez et vous les mettez dans un sale état. Alors que moi, je les laissais dans leur deck, dans leurs cartes. Je les mettais dans des classeurs et ils sont dans des états comme s'ils étaient neufs. Vous voyez. Donc, et maintenant, ça fait qu'ils sont super chers. Par millions, par milliards. Bon, en vrai, non, je vous dis tout ça, mais j'ai pas encore vraiment tout réévalué. Et dans Cardmaster, voilà, c'est pas les prix sur eBay, tu vois. Donc les prix sur eBay, c'est 10 fois le prix. C'est 10 fois moins sur Cardmaster. Et je pense que Cardmaster est beaucoup plus proche des prix, en vrai. Mais je pense que ça fera un beau pactole à revendre. Donc je pense qu'il y a des grandes chances que j'organise une brocante spéciale manga et cinéma. Pour mon futur chez moi, sachez que par exemple aussi dans les petits trucs qui pourraient peut-être vous intéresser, j'ai des posters grandeur nature. Vous voyez un petit peu mon New Play Story. J'ai deux autres posters de films de la même taille. Alors un qui est un petit peu trop abîmé et tout ça, donc je pense que je le ferai à 10 €, mais de Spawn, du film Spawn. Oui, je sais, c'est pas le meilleur des films au monde. Et de Rush Hour, où là, par contre, lui, il est en bon état. Donc là, ça pourrait être très sympa à revendre. En tout cas, voilà, j'organiserai ça chez moi quand j'aurai enfin déménagé et que je ferai le tri, puisque j'ai mis tout ce que je veux revendre dans des cartons. J'ai même des cartes Sliders, les monts parallèles, deux sortes de decks différents. Bon, j'ai vu ça, c'est 33 € les 50 cartes. Donc non, effectivement, je vais pas faire fortune avec ces cartes-là, personne ne les recherche. Quel dommage, mais donc je vais les garder. Par exemple, des cartes Yu Hakusho en Cardass, là aussi je pense que je vais les garder. Pareil pour des Hunter x Hunter. Mais par exemple, les cartes Dragon Ball Z que j'ai là aussi en masse, il y a des grandes chances que j'en revende énormément. Donc si vous recherchez des trucs rares et inédits, je vous recommande peut-être de participer à ma future brocante spéciale chez moi, vide maison, vide appartement plutôt, puisque c'est pas aussi grand qu'une maison. Quoique, ça va encore. Et je vous parle de tout ce qui vient de m'arriver, de savoir que je possède énormément de choses qui est très cher. Je suis content de moi. Comme quoi, ça m'a permis de bien tanner mes parents, de leur dire de dépenser 10 € par-ci par-là pour des conneries, puisque moi à l'époque je les payais 10 €, 15 € grand max, et savoir que maintenant ça coûte cher. Voilà, je suis pas mécontent de moi. Nous commençons avec les mangas que donc j'ai déjà lus et donc que je peux vous donner vite fait un petit avis. Donc on va commencer par Kengan Ashuran. Je connaissais déjà par des scans et donc c'est pour ça que j'ai décidé de les acheter. J'ai acheté que les 2 premiers tomes, mais il y a 4 tomes qui sont sortis. C'est juste que j'avais pas l'argent pour dépenser des tonnes et des tonnes, hein, donc ne m'en voulez pas, hein, c'est... sortir ça par 4 tomes, ça fait beaucoup, hein, en fait. Même Hippo ne font pas ça pour avancer dans l'histoire, il n'y a que 27 tomes, donc je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, voilà, vous étonnez pas que ça va refroidir des gens qui veulent acheter ce manga, alors que pourtant... Alors attention, hein, c'est pas le manga du siècle, hein, on est au niveau de Baki, c'est régressif, c'est fun parce que c'est de la baston non-stop et tout ça, mais t'as l'impression que ça va nulle part, quoi. C'est juste pour voir des bonnes bastons. Donc c'est un très très bon manga, bien dessiné et bien fichu.
ça fait le taf, en fait, on va dire. Voilà, quand on demande des combats d'arts martiaux, on demande pas quelque chose... Même si, par exemple, pour moi, le summum dans ce genre de manga d'arts martiaux, avec des combattants et tout ça, c'est plus dans Tug et Free Fight, on sent que l'auteur a des très très grandes connaissances. Il faut savoir que le scénariste de ce manga, parce qu'il y a un scénariste et dessinateur, est lui aussi un pratiquant d'arts martiaux, et donc il connaît pas mal de techniques. Ça se voit pas trop, dans ces 2 premiers tomes, il y a très peu de combats, on va dire c'est un petit peu rushé, essayer de humaniser l'ennemi, de lui faire comprendre pourquoi il est comme ça et tout. Donc pour l'instant, voilà, je le mettrai pas au summum. Je dirais que en premier lieu, il y a Free Fight et Tug, et en deuxième lieu, Baki et Kenga Ashura, troisième. À part si là d'autres me diraient. J'ai pas vu l'animé sur Netflix encore, donc dites-moi si il est bien en commentaire, et comme ça je m'y mettrai. Mais on va dire, j'avais lu les scans et j'avais bien aimé, et en fait ça se laisse lire, hein, et c'est très fun, donc c'est pas le meilleur manga d'arts martiaux, mais ça reste quand même une bonne référence qui a tenu 27 tomes, donc voilà, même au Japon, ça a eu quand même son petit succès, et on sent que quand même l'équipe qui est dedans, c'est une équipe qui croit à son projet et qui se donne à fond, donc ça rapporte un certain cachet qui fait qu'on sent quand même une œuvre qui a été faite avec le cœur. En parlant de nouveaux mangas que je commence aussi, donc nous avons Ro Hero, donc de l'auteur de Prison School ou Dival and the Blue, et donc on continue avec un petit peu un titre ecchi, ouais, pervers, je dirais, dans l'idée, parce qu'il y a très peu de ecchi, hein, je vous rassure, et tout ça, mais j'avoue qu'il nous prend un petit peu à contre-pied, parce que c'est l'histoire d'un gars qui doit faire l'espion chez des héros, et sans faire exprès, à cause de quiproquo, il va se présenter en tant que héros pour faire partie de l'équipe de héros, un petit peu comme My Hero Academia, en se déguisant en femme. Donc c'est un homme qui fait des choses sexuelles déguisé en femme. C'est ça l'humour en fait du truc, pour essayer de se faire bien voir des héros. Donc c'est assez perturbant quand t'es hétéro, hétéro aussi quoi, puisque ça essaie de faire de transposer, et surtout de faire des choses sexy avec un homme, mais qui est déguisé en femme. Donc est-ce que ça passe selon votre sexualité, vous me direz. Mais en fait, le plus gros défaut du titre, mais après je vais encore lui laisser une chance, hein, parce que Prison School était fun. C'était pas non plus le plus grand manga du siècle, mais il y avait des bons passages. Par contre, Hero, ça va très très lentement. J'ai pas l'impression que l'histoire a beaucoup avancé et tout, parce que ça rallonge un petit peu trop son récit pour des blagues, voire pour humaniser le héros, alors qu'au final, en fait, t'as pas l'impression qu'il prend ça très au sérieux, l'histoire. En tout cas, l'ensemble de l'œuvre n'a pas l'air d'être au sérieux, et pourtant il met des éléments sérieux, donc ça fait contre-choc un petit peu. Et pareil, voilà, c'était très lent, et donc ça donne l'impression que l'auteur se tâte de ce qu'il veut raconter avec cette histoire, et est-ce qu'il a quelque chose à raconter avec, et ça aussi, ça peut être très perturbant. C'est pour ça que je lui laisse une seconde chance, surtout que les dessins sont magnifiques, hein, cet auteur dessine vachement bien. Mais par contre, donc, est-ce que ça vaudra le coup d'en faire une longue série? Ça, je le verrai avec les prochains tomes. 17 ans, Chronique du Mal, donc c'est bien ce que j'espérais à travers le récit, c'était que ça soit un Prison Lab, mais cette fois-ci sur un côté super pouvoir, non, le côté fight et tout ça, et que ça se résout en combattant des gens, voilà, comme un Neketsu, alors que les gars sont des gens normaux. Non, voilà, moi ce que je voulais, c'était vraiment plutôt une critique sociale et un vrai thriller avec des éléments qui restent ancrés dans le réel, même pour la résolution. Même si il y a des petits trucs dans ce tome 2 qui... en plus d'être répétitif, hein, heureusement il fait que 4 tomes la série, il donne l'impression que voilà, ils essaient de raconter quelque chose,
mais ils sont obligés de rallonger un petit peu le récit et donc ils le racontent mal ou avec des passages qui sont pas trop utiles. Par exemple, je pense à cet ajout par rapport au vrai fait divers de cette sœur jumelle. Qui sert de catharsis, en fait, je dirais pas de démons, de fantômes, mais de culpabilité pour les personnes qui font partie du truc, mais qui le font partie malgré eux. Le fait de voir cette sœur jumelle qui en plus recherche la sœur les perturbe énormément et donc les font douter de leur envie de continuer à ne rien dire sur le sujet. Mais encore une fois, j'ai pas vraiment l'impression que ça sert à quelque chose. En vrai, ça permet de rendre un petit peu absurde, puisque cette idée de sœur jumelle, en plus, qui a l'air de ressentir les choses de ce que subit sa sœur, voilà, ça donne un côté encore plus paranormal. Donc c'est aussi bien une bonne chose, puisque ça sert de métaphore et de catharsis, comme je dis, de personnages fantomatiques qui les rappellent aux faits réels, c'est qu'ils ont kidnappé une personne et qu'ils sont en train de torturer et violer. Mais derrière, ça donne l'impression aussi de super pouvoir, de celle qui va deviner, et non pas les policiers, où elle est arrivée, donc où elle est emprisonnée, sa sœur jumelle. Donc voilà, c'est aussi bien que ça rend trop simple l'œuvre, ça la rend pas assez appuyé sur son fond et sa métaphore. Par contre, il y a une autre relation, c'est celui de la mère avec un des kidnappeurs qui est bien exploité. Ça c'est un truc que j'ai bien aimé dans le tome 2, contrairement au tome 1. Enfin, contrairement au tome 1, non. Mais on appuie de plus en plus sur cette mère de famille qui ne veut rien dire. Et c'est ça qu'on appuyait sur le fait divers, c'est que tout le monde s'est tu. Et pourquoi ils se sont tus, on ne le comprend pas. Et ben, avec ce tome-là, on comprend du point de vue de la mère pourquoi elle n'a pu rien dire, parce qu'elle idéalise son enfant, malgré qu'il le tape, et qu'elle pense que jamais il ferait quelque chose de mal. Et en plus, à chaque fois qu'elle découvre un des morceaux de vérité, son enfant lui donne une excuse. Et c'est ce qu'on appelle le biais de cognitive. C'est que dès qu'on donne une excuse qui nous permet de rester dans une illusion, c'est-à-dire celle que non, l'enfant n'a pas été kidnappé, et ben on veut l'accepter pour ne pas perturber notre osmose et notre stress et tout simplement c'est bien exploité sans être expliqué. Ça nous intéresse à aller plus loin dans le récit, de comprendre la sociologie humaine. Et ben on a un exemple concret avec ce deuxième tome et cette mère de famille. Donc, ça reste une bonne lecture, malgré tout, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de passages qui sont un petit peu entachés et qui ne sont pas très intéressants. Promise Neverland, tome 20, donc je sais, il est sorti depuis longtemps, mais je l'avais pas trouvé ou j'avais oublié de l'acheter un mois. Où il n'était pas dispo dans la librairie. Je pense à Blue Lock aussi, tome 1 et 2, qui n'est pas dans ma librairie, et donc je les ai pas achetés, alors que pourtant c'est un manga que je vous recommande énormément et que j'achèterai dès qu'ils en auront. Mais il semblerait que ça tire très vite en rupture de stock. The Promised Neverland, tome 20, donne enfin une conclusion à ce récit. Alors, j'ai envie de juste critiquer une chose. Promised Neverland, c'est très bien. Même les derniers tomes sont très bien. Mais le tome 18, 19, 20, c'est un très, 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 très trop long épilogue. L'histoire aurait pu être beaucoup plus rushée. Et c'est ce que je regrette un petit peu de cette fin de récit, c'est que ces 3 derniers tomes
je n'ai pas vraiment eu l'impression d'une histoire qui avance, mais qui ralentit. Et ça gâche un petit peu la conclusion du récit, moi je trouve. En tout cas, je n'ai vraiment pas eu l'impression de quelque chose de fluide, mais plus quelque chose de laborieux dans ces 3 derniers tomes, que je regrette énormément parce que l'œuvre reste plus ou moins sans faute, hein. Y a des passages que je n'aime pas plus que ça, mais ou par exemple le côté un petit peu trop niais, là par exemple même à la fin avec la famille, le clan Ratri, qui a une conclusion un petit peu trop gentillée par rapport à la dureté du récit, mais bon après c'est vrai que ça s'adresse à des jeunes adolescents ce manga, ça reste dans le Wiki Shonen Jump, donc je pense que la dureté du récit a été diminuée, je pense, par rapport à ce que vous voulez le scénariste. Après, ça reste très bon, hein, je ne vais pas critiquer, c'est juste que voilà, ça ressemble un petit peu à du Naruto où il semblerait qu'il suffit de crier Sasuke, reprends-toi pour soigner quelqu'un mentalement. Pourquoi pas? Je ne vais pas critiquer. Au final, le message est passé. Le message que veut faire passer l'œuvre, c'est juste qu'elle est beaucoup trop frontale et elle n'est pas assez en profondeur. Et encore une fois, elle est beaucoup trop longtemps énoncée dans ces 3 derniers tomes. Mais voilà, The Promised Neverland, c'est 20 tomes très bons. Donc je vous recommande ce manga, de vous faire cette collection, parce que ça reste quand même une très bonne œuvre du Weekend Shonen Jump. Marshall, donc tome 3, on continue. Alors, même si donc ça reste... en gros, Marche, maintenant que je l'ai lu, et je sais pas si j'avais donné cette métaphore-là, mais ça résume bien, moi je trouve, ce manga-là. C'est One Punch Man dans l'univers de Harry Potter. C'est exactement ça, avec un petit peu d'humour bobo de temps en temps. Voilà. Mais là, on est carrément en fait entré dans le tome 3 avec beaucoup plus de combats et un petit peu moins d'humour. Et ça me rappelait plutôt les derniers tomes de Bobobo. Mais c'est vrai que on est plus entré dans un délire de level fight avec des petits retournements de situation et avec des petits morceaux d'humour qui parsèment l'œuvre. C'est pas du tout sérieux encore. C'est pas du tout comme One Punch Man après le combat contre l'extraterrestre là, électrique, je sais plus son nom, mais on est plus encore dans du bobobo et donc dans de l'humour. Mais voilà, les combats deviennent un petit peu plus sérieux, moins absurdes. On sent qu'il y a des gens qui deviennent de plus en plus forts et avec des situations un petit peu plus neketsu. Mais ça reste du neketsu de base, fun, énergique et avec de l'humour. En fait, en gros, ça, Marshall, on dirait une œuvre des années 80-90. Donc, et moi, j'aime bien. J'aime bien, puisque ça me rappelle justement mon enfance et les œuvres donc, que je lisais avec amour et énergie. Donc si vous voulez un petit peu une pièce de nostalgie tout en ayant une œuvre qui s'inspire quand même des œuvres actuelles, que je vous l'ai dit, du One Punch Man dans l'univers de Harry Potter, voilà, ce sont des œuvres récentes et que je pense que des lecteurs plus jeunes aimeront, tout simplement. Donc Marshall, à lire, assurément. Dernier manga que j'ai lu dans le tas, que je ne pouvais pas me retenir, que j'ai attendu, voilà, ça fait une semaine que je les ai achetés donc, et que je vous fais cette vidéo, c'est Jujutsu Kaisen, tome 9. Donc on termine ce qui semblera être la totalité du film, donc le tome 8 et tome 9, ça sera le film qui sort en décembre, et ça représente donc un moment du passé et qui explique un petit peu donc... Alors, Gojo et Geito, donc leur passé, voilà, j'ai un trou sur les noms, c'est pour ça que j'ai regardé vite fait dans le résumé des personnages, présentation des personnages, et qui est le père de justement un des héros. Et donc on apprend beaucoup de choses, et en plus d'apprendre beaucoup de choses sur la santé, on comprend beaucoup mieux donc
pourquoi il y a un conflit à l'heure actuelle dans l'histoire présente entre un ancien exorciste et l'exorciste Gojo. Donc voilà. Et là aussi, donc ça reste énorme à lire tout le temps. C'est du Yu Hakusho speedé avec un petit peu d'énergie et avec un petit peu de côté actuel dans le Neketsu. Donc franchement, c'est très très bon. Lisez Jujutsu Kaisen, qui est pour moi, je pense, la meilleure œuvre actuellement dans le Weekend Shonen Jump. Croyez-moi. Alors, je ne les ai pas encore lus, hein, mais en même temps, j'avais lu un petit peu le tome 13, et donc je pense que ça sera toujours du très bon. Demon Slayer, tome 11 et 12, voilà. J'ai rattrapé, tiens, je vois qu'il y a un petit livret. Je me demande c'est quoi. Vendu avec ce tome 12. Et voilà, ça continue à ressembler à du Rumiko Takahashi avec des démons. Ça me rappelle un petit peu Inuyasha, un petit peu, je sais pas vous. Donc ça reste toujours très très fun à lire. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, quoi. C'est juste fun à lire, mais c'est pas ouf non plus, quoi. C'est une bonne lecture. Avec des dessins très anciens, comme je l'ai dit, hein, c'est un petit peu rigide. C'est pas assez moderne pour dire que voilà, le scénario ça reste assez binaire dans le truc. Il y a quand même cette idée qui est un petit peu plus actuelle du héros qui pleure à chaque fois qu'il tue un démon, mais on découvre petit à petit donc les 10 plus grands sabreurs, et à chaque fois ils affrontent avec notre héros, et lui, notre héros, il apprend des plus grands. Mais voilà, ça reste assez répétitif dans l'histoire et dans les arcs, donc c'est pas une œuvre grandiloquente, mais ça reste une bonne lecture. Donc faites-vous Demon Slayer dans le tas, voilà, ça reste efficace sans bouleverser les œuvres le cours universel de l'œuvre, des œuvres artistiques manga. Ça reste une lecture de masse. A contrario de ce manga, alors je ne l'ai pas encore lu, donc attention, parce que ça se trouve, je vais peut-être regretter mes mots. Comme Fable, par exemple. Fable, j'avais trouvé le manga un petit peu faible par rapport au film, mais je connais l'anime de Welcome to the Classroom, to the Ballroom, pardon, où c'est et l'anime m'a je l'ai surkiffé. Il est sur Amazon Prime si vous voulez le voir. Et à quand une deuxième saison? Putain, parce que c'était énorme. En gros, c'est du Neketsu avec des gens qui s'affrontent. C'est du Neketsu sportif, attention, voilà, précisons. Mais du Neketsu sportif avec des gens qui se battent dans des combats de danse. Alors oui, ça peut paraître ridicule. Mais en fait, c'est vachement bien fait. T'apprends des pas de danse et tout ça, et tu comprends l'énergie, un petit peu comme Shine. Sauf que Shine, où là, ça s'intéresse véritablement plus à la vie des héros, et que donc ça essaye de... ça explique quelques techniques et tout, et ça reste dans le côté de la mode. Là, c'est carrément plus centré sur des compétitions. Ça le permet beaucoup plus, des compétitions de danse et tout ça. Et non, franchement, c'est une œuvre Noévé Graph. Merci enfin de le publier, parce que je comprenais pas pourquoi cette œuvre n'était pas publiée. Elle était tellement énorme. Bien entendu, bon. Mais après, tu me dis, ah, en plus, il y a une Cardass. Ça, j'avais oublié. C'était vachement fun. Il y a des points pour gagner des cadeaux. Mais le dessin est simplement énergique. Non, franchement, si vous voulez vous faire un kiff, et je vous le dis tout de suite, hein, le côté dessin, ça va pas vous donner l'impression de lire un shoujo, hein, pas du tout. Hein. Non, on est vraiment, véritablement dans le neketsu sportif fun, énergique, plus à la Tsubasa, plus à la High Shield. Donc on est véritablement dans du bon gros manga pour garçons, mais qui veulent apprendre à danser. Donc là, c'est classe. Donc, non, franchement, j'aime beaucoup Shine, mais Welcome to the Classroom, c'est un autre level. Hein. Si, en tout cas, c'est comme dans l'anime. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est du pur fun à l'état top. Donc, faites-vous plaisir avec Welcome to the Ballroom.
mettez-vous à la danse peut-être après ça. Moi je vous le dis, c'est kiffant. Shibuya L, tome 8. Donc là, on sera sur le deuxième tome du nouvel arc, du troisième ou quatrième arc. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce que ça vaut. Hein. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est une œuvre qui se rallonge parce qu'elle a un petit peu de succès et qui n'aurait peut-être pas dû. Racontant de plus en plus des trucs. J'espère... Ah bah, c'est ce que je vois. Ah, j'espère le retour de certains personnages connus. Parce que c'est vrai que là, on a vraiment l'impression que seul le héros était intéressant, alors qu'il y avait des anciens personnages, des deux anciens arcs qui avaient disparu ou qui étaient censés être morts, qui n'apparaissaient plus. Et bon, bah, c'est pas tout ça, mais on va dire souvent les nouveaux personnages sont très vite présentés et donc sont pas super intéressants. Et ceux qui étaient bien présentés, ben, ils ont été tués pour rendre ça un petit peu plus beau. Ben, ouais, mais c'est dommage, t'as gâché le talent de certains personnages. Donc voilà, faut voir. Faut voir si ça continue encore à être très intéressant ou si ça devient trop répétitif. Franchement, en plus, là, on est au tome 8. J'espère que ça va pas durer plus longtemps que ça parce que, par exemple, moi, je pense à Harajuku, qui était sur 11 tomes, et ça, c'était beaucoup plus énergique et beaucoup plus tendu et assez speed, et c'était vachement bien foutu, donc j'espère qu'il n'y a pas plus de 3 tomes après Shibuya L, pour Shibuya L, parce que plus tu dures dans ce genre de manga-là, plus tu vas devenir répétitif, plus tu seras plus très intéressant. Là, ça le reste encore, mais c'est à la limite, un petit peu, donc à voir. Super X-Hero, toujours plus loin dans le ecchi. Donc ça devient du tout Love Through Darkness. Bon, après, ça reste du bien fun, tout Love Through Darkness et tout ça. Donc, mais c'est vrai que limite, les parasites, c'est devenu secondaire dans l'histoire. Hein. C'est plutôt... Tiens, j'ai envie de développer mes pouvoirs en taille. Ok. Donc c'est fun à lire parce que c'est harem manga, c'est situation loufoque et tout, mais ça devient un petit peu plus classique et il y a moins de combats, donc c'est vrai que l'intérêt principal des 2 premiers tomes, c'est un petit peu barré en couille et en taille à partir du tome 3, bah, et le tome 4, je l'ai pas lu, mais vu ce que je vois, on est parti pour continuer à aller plus loin dans ça, et j'ai très peu vu de pages avec des parasites dans le tas, mais j'ai vu beaucoup de pages avec des filles à moitié dénudées et qui me feraient démonétiser et striker si je les montrais. Donc on évitera. C'est dommage, mais bon, bah après ça reste fun à lire, mais oui, effectivement, si vous avez autre chose à lire, ne vous précipitez pas sur Super X Ross tome 4, voilà. Après, vous me direz, il n'y a que 11 tomes, donc c'est pas comme si ce sera quelque chose de révolutionnaire du reste. Shine, tome 25, et alors, étonnamment, et c'est aussi bien que ça dépend de vous, mais l'héroïne principale du tome 1 et 2 est complètement devenue un petit peu secondaire à partir du tome 3, où on s'attache beaucoup plus au créateur qu'au modèle. Et franchement, il y a des nouveaux personnages très intéressants et qui apportent encore plus donc, de dualité. Il y a des concours aussi qui sont mis en place. D'ailleurs, j'étais vachement dégoûté, mais c'est là où la preuve est faite que ce manga est vraiment très passionnant. C'est que à la fin du tome 4, il y a un concours pour créer une nouvelle tenue dans une école d'art de couturier. Et la fin du tome 4 se termine à la présentation de ce que veut proposer le héros du personnage, le personnage principal. Et bah, j'étais là, putain, mais non, t'as pas le droit de t'arrêter là. Moi, je veux voir le concours en entier. Enfin, voilà, c'est... J'étais très, très, très dégoûté.
Et en fait, on le voyait en noir, le costume, donc on le voyait pas vraiment, mais on voyait le commentaire du personnage principal qui disait je veux présenter une tenue et c'est un pyjama. Et il veut réussir à gagner par rapport à une robe haute classe avec un pyjama. Donc j'ai vraiment envie de savoir pourquoi ce pyjama pourrait gagner ou s'il va perdre ou pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer avec ce qu'a proposé notre héros, qui est très original pour le coup et qui va bouleverser un petit peu ce milieu un petit peu austère et bourgeois, puisque lui il vient d'une classe sociale pauvre et donc justement il a une vision des choses différente. Alma tome 2, donc on est encore dans du gun avec... enfin bon, j'ai pas lu le tome 2, hein, mais c'est bien ce que je pensais en fait, on a vraiment cette impression de gun avec cette histoire de robots qui ont voulu assumer les humains, robots cyborg et donc justement on a notre héros qui lui a grandi avec un robot cyborg qui se faisait passer pour sa sœur et donc pour lui au contraire il veut continuer à faire en sorte que justement il y ait une osmose entre les deux peuples, donc voilà, métaphore du racisme. Contrario de Shine qui est plus une métaphore sur la lutte des classes, Alma c'est donc une lutte sur les différences. Putain, c'est... Oh, c'est en 3D la couverture, avec les petits points et tout, on les voit en reflet. Oh, c'est magnifique. Oh, je trouve ça super beau. Les petits points... Oh, c'est classe. Non, franchement, en plus, même en soi, le manga est super beau et super bien détaillé. Hein, je vais pas vous mentir. Donc, rien que pour la beauté des cases et du manga et de l'œuvre, qui est franchement très palpitante. En tout cas, le tome 1 m'avait beaucoup plu. Par contre, là, je vois qu'il y a beaucoup plus de dialogue que dans le premier tome. Donc je pense qu'on est vraiment parti pour enfin le côté manga solitaire. Je suis une légende que le milieu du manga du tome 1 avait ancré. Je pense que maintenant il ne sera plus jamais là. Mais je pense que de toute façon, avec justement la vision des choses des différents personnages, ça continuera, je pense, à proposer quelque chose d'intéressant dans l'œuvre, mais qui sera totalement différente. On pourrait penser par exemple à la lecture du tome 1 à Je suis un héros, I am a hero et tout, avec ses cases, avec ses chapitres, ces très très longs chapitres, ou ces nombreux chapitres sans dialogue, ou très peu de dialogue. Le tome 2 et la fin du tome 1 rappellera plus du Gun, où là il y a beaucoup plus de dialogue pour expliquer les relations, pour expliquer les personnages, mais aussi la technologie et comprendre l'histoire de ce monde. Donc ce sont deux références qui sont pour moi excellentes, donc il n'y a pas à chipoter si ça va dans un côté plus qu'un autre. C'est vrai que, par contre, un manga avec très peu de dialogue se fait un petit peu plus rare. Et je préfère ce genre de choses-là parce que ça nous laisse beaucoup plus libre à l'interprétation. Mais là, c'est vrai que, étant donné qu'on voulait parler de la solitude au début, maintenant qu'on veut parler des différences entre les gens, est-ce que le transhumanisme, est-ce que le cyborg, les cyborgs sont considérés comme des vrais humains, ça reste quand même des sujets assez passionnants et intéressants. Donc, on verra bien ce que ça donne, ce tome 2. Alors, on m'a prêté ça. Enfin, prêté ça, on me l'a donné. Il n'y a pas de couverture parce qu'en fait, on me l'a donné parce que c'était un manga de présentation de l'éditeur. Et mon libraire voulait me le donner parce qu'il voulait me faire découvrir ce manga, me faire essayer. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Quelque part dans l'univers, les First se sont installés sur la planète Jasperia et l'ont terraformée. Ils ont cru pouvoir y vivre en paix, mais à l'arrivée des seconds, une terrible guerre est enclenchée. Cela me rappelle un petit peu Terraformars, sans le côté transformation par espèce et des cafards.
20 ans plus tard, et tandis que le conflit n'a pas faibli, Mana Oga est choisi pour intégrer une section politique de l'armée, les forces spéciales de transfert. Cette unité d'élite est composée exclusivement de femmes dont les utérus servent d'incubateur à des fœtus parasites. Donc là, ça me rajoute un petit côté féministe et politique à l'histoire, ce qui peut être très intéressant. Ces derniers développent alors une capacité unique, la téléportation, conférant à leur armée un avantage stratégique notable. Bon, les fœtus parasites avec des super pouvoirs nous rappellent de nouveau Terraform Mars. Arraché à son quotidien, Oga va devoir s'entraîner, se former puis prendre part à une guerre dont elle ignore les véritables enjeux et implications. Auréolée de nombreux prix au Japon, la série Wamb s'impose comme l'une des nouvelles références de la science-fiction, avec son style graphique hybride et son histoire ambitieuse. Yumiko Shirai livre une œuvre comme il y en a peu, et c'est une série en 5 tomes, donc c'est vraiment pas beaucoup, donc ça peut être intéressant. Je vous avoue que moi je n'aime pas trop les graphismes, c'est pour ça que je n'étais pas plus intéressé que ça. Voilà, ça fait un petit peu manga bas de gamme. Voilà, mais bon, bah, si on va au-delà des graphismes, l'histoire est sûrement passionnante, puisqu'elle a été auréolée de prix. Et à voir, donc, si c'est pas juste parce que justement ça parle de politique et de féminisme et tout, et que c'est sujet à la mode si tu veux gagner des prix, voilà. Mais non, ça peut être aussi bien intéressante que. À voir, à voir. Je ne pourrais vous dire plus, puisque ça a été un conseil de mon libraire et non pas de moi. Mais je lirai volontiers. Juste pour dire, j'ai eu des petits cadeaux. Alors, c'est des post-it One Punch Man. Voilà, donc c'est super cool et j'aime bien. Et en plus, Doki Doki, qui là aussi est offert par mon libraire, et qui sont des planches de manga format A5. C'est en tout cas plus grand que du A4. Et ça, j'adore ce genre de truc-là. Et c'est cartonné. Et franchement, il y en a quelques-unes. Je pense que je vais les mettre. Par exemple, regardez. Et il y a du. Merde! Oh, j'ai un trou. Boichi, sa première œuvre. Sunken Rock. Voilà, Sunken Rock. Franchement, moi, excusez-moi, je trouve ça classe. Et je les mets sur une toile et ça va être super beau, je pense. Ça va être super classe. Et je vais surkiffer parce que ça fera super beau dans mon nouvel appartement. Ça fait très longtemps mais que je n'avais pas présenté des comics et donc je vais en présenter avec This Is Up at World End. Alors This Is, c'est un petit peu le Marvel Zombie mais version DC, donc les gens se sont transformés en zombies dans le premier tome de This Is. Et bon, ben, ça a eu un succès fou, donc ils ont décidé d'en faire une suite. Donc, le premier tome était sympa. This Is avait une bonne histoire, avec pas mal de gore, grossier, mais tout ça. Mais en fait, ça passait tellement vite, hein, ces 5 chapitres très rapides, qui fait que, bon, ça passe nickel. Bon, bien entendu... Ah, attention. Non, c'est vrai que, bien entendu, j'allais dire, mais il y a des personnages qui sont intouchables. Bah non. non. Quand j'ai dit, en fait, c'est très grossier, très rapidement, on essaie de montrer que, justement, ça sera pas ceux qu'on pense qui survivront. Bon, après, comme je vous l'ai dit, c'était souvent plus pour faire du choc que vraiment donner un fond à l'histoire. Voilà, ça racontait pas grand chose à part j'essaie d'éviter une armée zombie et je m'enfuis sur une autre planète. À voir qu'est-ce que donne tome 2. Je pense que c'est plus opportuniste qu'une vraie histoire, mais à voir, peut-être que je me trompe. Endless Winter, donc c'est le petit, je dirais pas crossover, mais l'arc festif, parce que chaque été, en fait, vous avez une grande histoire avec à peu près tous les personnages de DC Comics. Hein. Bon, souvent c'était des crises tous les 5-10 ans. Mais là, donc pour la première année de Rebirth, c'était Endless Winter. De ce que j'ai compris, c'est les Amazones et Wonder Woman qui sera beaucoup mis en avant dans cette histoire et qui affronte donc des guerriers nordiques. À voir si c'est intéressant, mais je me suis dit, tiens, je vais continuer à lire un petit peu, comme un petit peu Marvel, les events.
Parce que pour l'instant, dans le comics actuel, dans les runs, donc c'est-à-dire tout ce qui est diffusé pendant toute l'année, et non pas les events qui sont uniquement lors de périodes. Je crois quand même Lassiter en plus c'est un event d'hiver et non pas un event d'été. Parce que c'est très long à lire, un event, un run sur l'année, et c'est pas souvent très intéressant parce qu'ils essaient de faire durer la chose pour plusieurs arcs, et là actuellement il n'y a pas d'auteur qui me plaisent dans les runs actuels. Bon, dites-moi hein, si actuellement vous chez DC ça vous plaît. Mais voilà, les gens par exemple, il y a Scott Snyder, Lemire et compagnie qui pour moi sont en dessous de ce que faisait Grant Morrison ou Jeff Jones. Donc voilà, il n'y a rien qui mérite mon achat. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu abandonné les comics actuellement. Mais je me dis, bon, de temps en temps, réessayer des events, ça pourrait le faire. Et c'est ce que je continue à faire. J'essaie de choper Doom Noir aussi. À chaque fois, mon libraire se trompe et achète Doom Noir Épilogue, qui est un petit épilogue de 8 chapitres quand même. Un petit peu long. Pour un petit épilogue de 10 pages, donc de 15 pages, donc c'est pas non plus c'est 150 pages, ça se lit très vite. Par rapport au run de Deux Moires où c'est 350 pages, donc c'est autre chose là. Mais où là c'est l'Injustice League qui affronte la Justice League, et voilà, et donc ça c'était du ouf. Là ils vont combattre des dieux nordiques, je vous avoue que bon, je suis pas pressé de le lire, quoi. Voilà, j'ai mieux à lire pour l'instant. Genre que il est quand même copieux, hein. Par contre l'histoire il est un petit peu copieux. On verra bien qu'est-ce que ça donne et comment ça finira, parce que je n'ai pas vraiment l'impression que ce sera non plus quelque chose de méga intéressant dans l'histoire. Mais si ça fait le taf de divertissement, tant mieux. Voilà, mais je pense pas que ça a bouleversé énormément le DC Universe. À lire aussi. Comme vous pouvez le constater, donc il y a pas mal de choses à lire, encore une fois, mais avec des doutes. Certains, par contre, je suis sûr de la qualité. Donc, tentez, vous aussi. Dites-moi qu'est-ce que vous avez acheté pendant cette année. Et faites-vous plaisir avant tout. Et donnez-vous à fond dans la lecture, parce que c'est très important de lire. Que ce soit du comics, du manga, du livre, bien entendu, de la BD. Lisez avant tout. Faites-vous plaisir, parce que la lecture, c'est sain. Ça vous permet de mieux vous exprimer, d'apprendre du vocabulaire, de justement apprendre à travers justement ces différents récits, ces métaphores, ce fond qu'ils essaient de donner. Voilà, parce que quand on nous dit que les mangas c'est débile, non, c'est faux. C'est faux. C'est les gens qui ne connaissent pas, qui sont débiles, de juger sans avoir lu une œuvre. Voilà, dites-vous ça. Hein, quand Simon il dit c'est une bim bam boum, et que Candy c'est bien par contre. En fait, il a pas compris ce que c'est qu'un manga, quoi. Bah, de toute façon, dire que les mangas c'est stupide, c'est comme dire que les livres sont stupides parce que vous pensez que les livres c'est que des arlequins ou des SAS. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est généraliser tout un pan de culture et de style graphique, alors qu'il y aura des mangas qui vous plairont. Hein, si vous faites l'effort de vous ouvrir à cette culture, c'est juste une culture différente, mais il y a aussi, bien entendu, des œuvres pathétiques et nulles, ça je suis d'accord, mais il y aura aussi des œuvres qui vous plaisent et qui sont à lire immanquablement. Donc lisez, vous avez pas de culture en plus, c'est moins de 18 ans là. La chance que vous avez. Bon, après c'est pour que vous votez Macron, mais... Voilà, profitez des 300 balles qu'on vous offre, quand même, pour acheter des livres, c'est bien. Bon, acheter aussi du DVD, du Blu-ray,
hein, parce que c'est bien aussi le cinéma. Si on se met à apprendre les techniques de caméra, de plan et tout ça, on se dit putain, c'est bien fait. Ça... En fait, ce plan, ça veut dire que la personne veut faire ça et tout. Fusil de Tcherkov, compagnie, plan sur 180, pour que ça soit cohérent. Non, c'est passionnant. C'est passionnant de lire. Des fois, comprendre comment a été fait un film, c'est des fois, ou un manga, c'est des fois plus passionnant que l'œuvre en elle-même, parce que ça nous fait comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, et pourquoi le film est réussi, pourquoi le film n'est pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé qui font la construction de ce film, et qui en fait une œuvre unique à part, tout simplement. Donc, intéressez-vous à la culture. D'ailleurs, je vous parle de tout ça. Sachez qu'il y a des émissions qui sont prévues, qui seront courtes, mais pour expliquer l'art de certains auteurs. Je pense, par exemple, dans les émissions que je voulais faire, c'était l'art de Akira Toriyama, l'art de Yoshihiro Togashi. Expliquer pourquoi leurs planches de manga sont uniques, et pourquoi, quelles sont leurs techniques qu'ils utilisent, pour être beaucoup plus dans le concret et dans l'analyse de ces œuvres, et ça sera pareil pour des réalisateurs de cinéma. Donc l'art version, c'est le nom des émissions, version et le nom de l'auteur, que je parlerai sur l'émission du moment. Donc ne zappez pas, il y aura des émissions malgré l'été, malgré les déménagements, il y aura des émissions. Peut-être pas aussi travaillées pendant quelques temps, mais il y aura des trucs bien qui seront intéressants à découvrir. Alors, ne zappez pas et continuez à suivre la chaîne Total Packboy, et surtout à la partager en masse et à vous abonner. Et comme ça, je pourrais faire des sponsors NordVPN. Ça m'évitera de vendre mes cartes Pokémon à 5 milliards d'euros. Parce que c'est vrai que je suis riche aussi avec mes cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et Magic et Dragon Ball Z. Putain. J'ai même des Saint Seiya, des Gunbusters, des Cowboy Bebop, des Sliders, des 3x3 Ice. En plus, j'ai vu les sachets avec 5 ou 10 cartes de Gunbusters, Saint Seiya et compagnie, c'est 40 ou 50 euros le sachet, et je les ai laissés dans leur sachet. Bon, ils sont ouverts. Contrairement de ceux qui sont vendus 40-50 euros, ils sont pas ouverts. Donc, bon, bah, je les vendrai 20 ou 30 euros, mais sachant qu'on est 5, 6 de chaque série et tout, ça commence à faire beaucoup d'argent. Je pourrais plus trop parler avec des gens qui sont pauvres. Voilà, je deviendrai David Lafarge. Je m'appelle David, donc j'étais obligé. Hein. Donc abonnez-vous, partagez la chaîne et continuez d'acheter du manga.